Je dois dire que la sécurité de Kmart est meilleure que tout ce que la marine pourrait avoir. Kmart protège son dentifrice mieux que la marine ne protège ses secrets les plus sensibles. Je voudrais vous demander de mettre de côté les émotions que vous ressentez à mon égard, à propos de la situation, à propos de l'espionnage en général. John Walker a été payé par les Soviétiques pour avoir remis les secrets américains les plus sensibles. Les dégâts étaient absolument énormes, incalculables. Cela a probablement modifié l'équilibre stratégique des puissances, peut-être de façon permanente. John Anthony Walker Jr. a dirigé le plus grand et le plus dommageable réseau d'espionnage de l'histoire de la guerre froide. Pendant près de 18 ans, lui et ses complices ont vendu des secrets de la marine américaine aux soviétiques. Cependant, les choses sont inévitablement devenues trop vastes et trop chaotiques. Le mépris de John Walker pour sa femme et pour ceux qui l'entouraient signifiait que ce n'était qu'une question de temps avant que son château de cartes ne s'effondre. En l'année de l'espion, John Anthony Walker Jr. était l'espion de la décennie. John Anthony Walker Jr. est né à Washington le 28 juillet 1937. Son père, John Sr., travaillait comme responsable marketing de films pour Warner Brothers. John Walker Jr., surnommé Sourire ou Jack le Souriant pour son large sourire espiègle et juvénile, était l'enfant du milieu de la famille, ayant un frère aîné, Arthur, connu sous le nom d'Art, et un demi-frère nommé Gary. La famille vivait dans la misère, conséquence de l'alcoolisme de John Sr. et de son incapacité à gérer ses affaires financières et personnelles. Les Walker déménageaient quant et fréquemment pour tenter d'échapper à des dettes qui s'accumulaient, s'installant finalement à Scranton, en Pennsylvanie. John Walker a été élevé dans la foi catholique et a servi comme enfant de chœur. Cependant, sa nature rebelle l'a amené à lancer des pierres à travers les vitraux de son église et à voler dans la boîte à dons. Il avait cependant un côté travailleur, gagnant assez d'argent grâce à sa tournée de journaux, en travaillant comme ouvreur dans un cinéma et comme vendeur porte-à-porte pour s'acheter une voiture avant ses 16 ans. Il ne s'intéressait pas à ses études, et après avoir abandonné le lycée, il est devenu un petit voleur. En 1955, il a été arrêté par la police après une série de cambriolages, au cours desquels il s'est emparé de quelques pièces de voiture et d'une petite somme d'argent. Il a été rapidement inculpé, reconnu coupable et a reçu une peine de probation. C'est à ce moment-là qu'Art, qui avait rejoint la marine américaine 2 ans plus tôt, en 1953, a décidé d'avoir une discussion avec son jeune frère dans le but de le remettre dans le droit chemin. La seule alternative étant la prison, John a été convaincu par son frère de s'engager dans la marine. Art a dû intervenir auprès du juge dans l'affaire de John pour plaider en faveur de la levée de la probation de son jeune frère afin de lui permettre de s'engager. À 19 ans, John Anthony Walker Jr. a rejoint la marine américaine en tant qu'opérateur radio, lançant ainsi une carrière qui allait changer à jamais le paysage du renseignement américain. Il a d'abord été affecté à un destroyer d'escorte, puis au super porte-avions USS Forrestal. Walker semblait avoir trouvé sa vocation, gravissant rapidement les échelons et obtenant l'équivalent dans la marine américaine d'un diplôme de fin d'études secondaires et d'un diplôme universitaire. En 1957, alors qu'il était en permission à Boston, John rencontra la fille d'une famille pauvre de Boston. Barbara Crowley, qui comme John avait 19 ans, avait également été élevée dans la foi catholique et avait appris qu'elle devait se marier le plus tôt possible et consacrer sa vie à élever ses enfants. Leur fréquentation fut brève. Le couple se maria quelques mois seulement après leur rencontre. Leur première fille, Margaret Ann, est née la même année, et le couple a ensuite eu 2 autres filles, Cynthia et Laura, ainsi qu'un fils nommé Michael. Vivre avec un seul maigre salaire de la marine était difficile, si bien que la jeune famille a passé ses premières années dans une caravane exiguë. Au moment où Michael est né en 1962, le mariage de John et Barbara était déjà en train de se briser. Le mari et la femme buvaient tous les deux excessivement, et la violence physique était courante.
John préférait passer ses permissions à terre avec ses camarades de la marine au bar et avait diverses liaisons extra-conjugales. Pendant ce temps, Barbara négligeait ses tâches ménagères et avait elle aussi des liaisons amoureuses pendant que son mari était en patrouille. Ces liaisons comprenaient, de façon choquante, une romance de 10 ans que Barbara entretenait avec Art, le propre frère de John Walker. Malgré ses problèmes financiers et conjugaux, la carrière de John Walker dans la marine prospérait. Sa première mission l'a conduit sur la côte de Vladivostok, où il a participé à des missions de surveillance américaines. En juillet 1962, il a observé Starfish Prime, un essai nucléaire à haute altitude mené par les États-Unis et lancé depuis l'atoll Johnston, situé près des îles Hawaï. Walker a été formé à la cryptographie en 1963, obtenant son habilitation cryptographique de niveau très secret après avoir réussi une vérification approfondie des antécédents appelé le programme de fiabilité personnelle. Il a également obtenu sa qualification à l'école des sous-marins et a été déployé peu de temps après dans le Pacifique à bord du sous-marin USS Razorback. Walker recevait régulièrement une note de performance de 4,0 la plus élevée possible, et il a finalement été affecté à l'équipage bleu de l'USS Andrew Jackson, un sous-marin nucléaire de classe Lafayette équipé des missiles balistiques Polaris à ogives nucléaires les plus avancés de la marine américaine. Il a aussi appris à entretenir et réparer les machines cryptographiques, ce qui lui a permis de les utiliser et de comprendre leur fonctionnement. Walker a continué à exceller dans son rôle, si bien qu'en 1966, il a été affecté à l'équipage Gold de l'USS Simon Bolivar, un autre sous-marin nucléaire lanceur d'engins. En tant que chef de la salle radio et officier de veille des communications du commandement des sous-marins de la flotte de l'Atlantique, Walker gérait le trafic des messages codés et avait accès au système cryptographique des sous-marins nucléaires américains. Après 10 ans de service dans la marine, John Walker était passé de radiotélégraphiste à maître principal, puis à officier technicien. Malgré sa progression, il devenait de plus en plus mécontent. Il trouvait les grands navires dans lesquels il était confiné pendant 2 mois d'affilée très impersonnels, et les équipages soudés des petits bâtiments sur lesquels il avait commencé sa carrière lui manquaient. Il avait du mal à se réadapter lorsqu'il revenait de ses patrouilles, et sa vie familiale laissait beaucoup à désirer. Se sentant toujours à l'étroit financièrement malgré son avancement professionnel, John investit ses maigres économies dans un terrain en dehors de Charleston, en Caroline du Sud. Celui-ci était idéalement situé près de l'endroit où il était affecté avec la marine en 1967 à bord de l'USS Simon Bolivar. Il avait prévu de construire un parking, mais lorsque ce projet est tombé à l'eau, il a plutôt ouvert un bar appelé le Bamboo Snack Bar. L'entreprise n'a pas été un succès financier, engloutissant de l'argent et laissant John à court de liquidités. Il est même allé jusqu'à suggérer à sa femme Barbara de se tourner vers la prostitution pour gagner un peu d'argent supplémentaire. Elle a refusé cette idée, laissant John accepter à contre-cœur d'autres emplois, notamment conduire un taxi et transporter des voitures de location vers et depuis un dépôt central en ville. John Walker Jr. avait également commencé, au fil des années, à devenir politiquement désabusé. Il reprochait à son gouvernement sa politique de tromperie qu'il associait à l'entrée de l'Amérique dans la Seconde Guerre mondiale. Il croyait aussi que l'assassinat du président américain John F. Kennedy était une dissimulation du gouvernement, et que la guerre froide n'était qu'une mascarade de propagande. Il déclara plus tard que la machine militaire engendrée par la guerre froide et la présentation de l'URSS comme l'empire du mal était en devenue pour lui une blague pathétique qui n'en finissait pas. C'est donc une combinaison de cupidité et de désaffection politique qui a poussé John Walker Jr. dans les bras de l'Union soviétique. Peut-être était-ce aussi un désir de reconnaissance et un sentiment d'importance personnelle recherché, mais jamais atteint, qui ont également joué un rôle. Cependant, si l'on décompose les choses, l'argent était un facteur de motivation principal pour Walker, qui savait que les informations auxquelles il avait accès rapporteraient le gros auprès du principal rival et ennemi de sa nation. La guerre froide dans les années 60 a vu l'intensification des hostilités sur le front idéologique. Au milieu de la décennie, l'Amérique était embourbée dans son conflit le plus impopulaire au Vietnam.
Et la théorie des dominos du président Harry Truman se réalisait en temps réel, avec des pays comme Cuba et la Chine tombant sous la domination totalitaire communiste. En décembre 1967, Walker a franchi le Rubicon lorsqu'il a décidé de transmettre des informations top secrètes à Moscou. Les documents qu'il a photocopiés alors qu'il était en poste au quartier général de la force sous-marine de la flotte de l'Atlantique comprenaient les réglages des cartes clés cryptographiques utilisées par la marine le mois précédent. Ces cartes clés permettaient aux opérateurs radio de la marine de déchiffrer les communications radio-cryptées à l'aide de la machine à chiffrer KL-47. Walker a sauté dans sa MG rouge de 1964 et a conduit directement à Washington avec sa cargaison secrète. Il est parvenu à entrer dans l'ambassade soviétique, échappant d'une façon ou d'une autre au poste d'observation permanent du FBI. Il n'a pas mâché ses mots lorsqu'il s'est présenté à un officier de sécurité de l'ambassade, Yakov Lukosevich. Il a dit qu'il était officier de la marine américaine et qu'il avait des informations secrètes qu'il voulait vendre. Yakov a été pris de court et ne savait pas comment gérer Walker. Il fallait traiter avec prudence les personnes se présentant spontanément, l'offre pouvant être une opération de leurre montée par un service de renseignement rival. Il comprenait néanmoins que si Walker était sincère, la valeur de ces renseignements serait énorme pour l'Union soviétique. Il décida de rencontrer Walker, étant impressionné au cours de leur discussion de 2 heures par le fait que Walker ne cherchait pas à feindre un amour pour le communisme. Il n'était là que pour les affaires. Dès que la réunion fut terminée, Walker fut exfiltré de l'ambassade sans être détecté. Yakov contacta immédiatement le résident du KGB, Boris Slomaten, qui, avec Oleg Kalougin, le chef de la section du renseignement politique du KGB, évalua les informations de Walker. Leur évaluation confirma que si Walker était un véritable volontaire, il était le genre d'espion qui n'apparaît qu'une fois dans une vie. Une deuxième rencontre eut lieu en février 1968 dans le nord de la Virginie. Lors de la rencontre, Walker remit d'autres documents classifiés de la marine ainsi que des manuels techniques. En échange, le KGB remit à Walker 5 000 $ américains, une somme bien plus généreuse que ce que les soviétiques donnaient habituellement à leurs espions. Walker reçut également un appareil photo miniature Minox pour l'aider dans sa collecte de renseignements. Pendant des décennies, cet appareil photo a été le favori des agences de renseignement mondiales, grâce à sa taille réduite et sa qualité d'image exceptionnelle. À ce moment-là, John Anthony Walker Jr. agissait officiellement comme espion pour l'Union soviétique. Son dossier a été confié à Oleg Kalougin de la ligne RP du KGB, et son agent traitant devait être Yuri Lankov, un agent de liaison spécialisé dans l'espionnage naval. Tout le monde était d'accord pour dire que les rencontres en face à face devaient être réduites au minimum. Walker a reçu un ensemble élaboré de plans pour les signaux et les boîtes mortes dans la région de Washington. Il a suivi ses instructions avec minutie, et son art de l'espionnage était manifestement excellent. 10 ans s'écouleraient avant qu'il ne rencontre à nouveau ses agents traitants en personne, et ces rencontres n'auraient pas lieu sur le sol américain. Ainsi, les boîtes mortes étaient organisées tous les 3 à 6 mois environ afin de minimiser le risque de compromission. Le signal choisi par le KGB et Walker pour indiquer qu'ils étaient en prêt à effectuer un échange consistait à laisser des canettes de soda vides à des sites de signal convenus à l'avance. À l'un des lieux de dépôt clandestins, Walker laissait ses 6 à 8 rouleaux de microfilm dans un sac poubelle, à un endroit discret dans les bois. À un autre site, le KGB laissait un paquet que Walker devait récupérer, contenant sa rémunération, des instructions pour le prochain échange et parfois une note personnelle. L'opération Walker était fortement compartimentée par le KGB, seuls quelques individus triés sur le volet étant mis dans la confidence. Peu de temps après son recrutement, l'opération Walker a été transférée à la toute nouvelle 16e direction du KGB, qui était l'équivalent de la NSA américaine. Bien que les soviétiques savaient qu'ils avaient en trouvé une véritable mine d'or avec John Walker, les bandes cryptographiques et les feuilles de code qu'il fournissait auraient été inutiles au KGB sans les moyens de décoder les messages que contenaient ces bandes. En tant qu'opérateur radio et adjudant, John Walker travaillait dans les salles radio des différents navires auxquels il était affecté. Ces salles étaient le cœur battant des systèmes de communication de la marine et constituaient le moyen par lequel leurs navires et sous-marins communiquaient avec la base.
Ces salles radio contenaient les équipements les plus sophistiqués utilisés pour chiffrer et déchiffrer le trafic radio crypté envoyé via ce qu'on appelait le réseau de diffusion de la flotte. Le premier ensemble de codes clés remis par Walker au KGB concernait la machine à chiffrer KL-47 de la Seconde Guerre mondiale, qui ressemblait à bien des égards aux machines Enigma allemandes. Avec le temps et à mesure que la technologie progressait, la KL-47 a été remplacée par un appareil plus moderne, la KW-7. Il s'agissait d'un boîtier gris contenant des tubes à vide et des composants à transistors, et il fonctionnait sur un réseau local comme un téléimprimeur chiffré à cette haute vitesse. Cependant, pour que les renseignements divulgués par Walker aient une réelle valeur, les soviétiques devaient mettre la main sur une machine capable de lire les messages chiffrés. À cette fin, John Walker a reçu un petit appareil appelé lecteur de rotor, qu'il pouvait utiliser pour lire les schémas de câblage internes de ces machines à chiffrer. Ces informations, ainsi que les manuels techniques que Walker a fournis sur la KL-47, ont permis aux soviétiques de concevoir par rétro-ingénierie leur propre copie de ces machines. En ce qui concerne le modèle ultérieur KW-7, les soviétiques se sont procuré l'appareil authentique par des moyens bien plus spectaculaires et controversés. Le 23 janvier 1968, l'USS Pueblo, un navire de recherche américain qui avait été reconverti en navire espion, a été capturé par les forces nord-coréennes alors qu'il naviguait dans les eaux internationales. L'équipage de 83 hommes a été retenu en otage pendant une période tendue de 11 mois. On dit que la Corée du Nord a livré une cargaison précieuse de renseignements et d'équipements capturés aux soviétiques, y compris un dispositif KW-7 et ses manuels techniques trouvés à bord du navire. La question de savoir si l'incident a été orchestré par les soviétiques reste sujette à débat. Des informations ultérieures suggérant que les soviétiques n'étaient pas impliqués dans la capture de l'USS Pueblo et que l'événement a en fait nui aux relations entre l'Union soviétique et la Corée du Nord. Quelle que soit la vérité, les soviétiques avaient alors en leur possession une véritable machine KW-7 pour lire les télétypes que Walker leur envoyait. Les codes de clés de chiffrement utilisés pour décrypter les messages radio étaient régulièrement changés pour des raisons de sécurité. Selon Walker, il n'a fourni que d'anciennes listes de clés qui n'étaient pas aussi étroitement protégées que les clés actuelles ou futures. Cependant, la bande périmée pouvait toujours être utilisée par les soviétiques pour casser les codes américains. On pense qu'en utilisant les renseignements reçus de Walker et leur nouvelle machine de chiffrement, les soviétiques ont pu lire jusqu'à 1 million de messages de la marine. Un exemple de l'impact concret de la trahison de Walker envers les États-Unis a été observé dans la guerre par procuration menée au Vietnam. Le Nord-Vietnam est devenu bénéficiaire des renseignements de Walker grâce à son allié soviétique. L'interception et le décryptage des communications militaires américaines ont permis aux Nord-Vietnamiens d'anticiper les bombardements menés par des B-52 américains et de prendre les contre-mesures appropriées en évacuant les zones qu'ils savaient en être ciblées. L'efficacité américaine dans la guerre a ainsi été diminuée, et Walker, même s'il n'en était pas conscient ou s'il s'en moquait, a très certainement coûté la vie à des soldats américains. En poste à la base navale américaine de Norfolk, en Virginie, il était facile pour lui de recueillir des renseignements pour ses supérieurs soviétiques. John Walker avait le statut de courrier et, à ce titre, il pouvait transporter des liasses de documents jusqu'à son logement d'officier célibataire, où il les photographiait à l'aide de l'appareil photo Minox. En 1968, John Walker était payé des milliers de dollars chaque mois pour les informations qu'il livrait au KGB. Barbara, la femme de Walker, devenait soupçonneuse. Son mari, du moins selon ses dires, passait un temps démesuré au bureau après les heures de travail et, soudainement, leurs problèmes financiers étaient devenus de l'histoire ancienne. Lorsqu'elle a demandé l'origine de l'amélioration de leur niveau de vie et de l'argent liquide à la maison, Walker a répondu qu'il gagnait de l'argent en travaillant à côté. Barbara n'a pas cru à cette histoire et était convaincue que son mari la trompait. Un jour, en fouillant dans les tiroirs de son bureau, elle a découvert une boîte en métal contenant de l'argent liquide, des croquis de lieux de dépôt et des notes manuscrites du KGB. Barbara était assez intelligente pour faire le lien et a demandé des comptes à Walker à ce sujet. Pour avoir soulevé la question de son espionnage, Barbara a reçu une raclée, y compris 2 yeux au beurre noir.
John Walker avait un problème, sa femme savait tout. Ses agents de liaison du KGB l'avaient averti de ne pas laisser sa femme découvrir la vérité, car selon eux, elle serait le maillon faible de l'opération. Peut-être pour impliquer Barbara dans ses activités criminelles et la forcer à garder le silence, Walker a convaincu sa femme de l'accompagner lorsqu'il effectuait ses échanges via des boîtes mortes avec les soviétiques. Il pensait que cela suffirait peut-être à faire croire à Barbara qu'elle était trop impliquée pour dénoncer son mari aux autorités. Barbara s'est pleinement investie, sautant de la voiture de John pour effectuer des dépôts clandestins et repassant même les billets froissés reçus des soviétiques. En 1969, le travail de Walker le maintenait à terre, principalement dans une base navale de San Diego, où il formait de jeunes opérateurs radio. Cela signifiait qu'il n'avait plus accès au même niveau de renseignements précieux que lorsqu'il était à bord des navires et sous-marins de la marine. Cependant, ce qu'il avait, c'était l'accès à la bibliothèque de documents classifiés de la marine. Il devait passer de nombreux contrôles de la marine pour faire entrer et sortir des informations de la bibliothèque, allant jusqu'à falsifier de nouveaux papiers de sécurité après l'expiration des siens. La valeur des renseignements de Walker a diminué pendant cette période, tout comme les paiements qu'il recevait du KGB. John Walker était déterminé à retrouver l'accès aux informations qu'il avait lorsqu'il était basé sur la côte est des États-Unis. Il cherchait activement une nouvelle recrue pour l'accompagner dans son espionnage. Quelques années plus tôt, Walker s'était lié d'amitié avec Jerry Whitworth, qui est ensuite devenu officier marinier dans la marine américaine. Les deux hommes avaient des parcours similaires, ayant eu de mauvaises relations avec leurs pères respectifs, échoué au lycée et généralement eu des ennuis. En 1974, et après quelques années de manipulation subtile, Walker réussit à recruter Whitworth dans ce qui allait devenir un réseau d'espionnage. Walker resta vague sur l'opération, la présentant comme une mission de conseil et affirmant que ce seraient les alliés des États-Unis qui bénéficieraient des renseignements partagés. Cela, ajouté à l'argent promis par Walker, fut suffisant pour convaincre Whitworth de s'engager. Au moment où Whitworth a été recruté en 1974, Walker était de retour à Norfolk et avait été affecté au quartier général de la force amphibie de l'Atlantique. Cela facilitait la collecte de renseignements top secrets, mais mettait en évidence les problèmes que John et Barbara rencontraient toujours dans leur mariage. Barbara gardait le silence sur l'espionnage de son mari depuis qu'elle l'avait découvert, mais il était impossible de savoir quand elle le dénoncerait à la police et au FBI. John Walker était également confronté à un autre problème. Ceux qui détenaient une habilitation de niveau très secret devaient subir des réenquêtes périodiques dans le cadre des protocoles de sécurité standards. Une partie de la procédure impliquait un test au détecteur de mensonges que Walker craignait de rater lamentablement. Cependant, en 1976, John Walker avait déjà eu une longue carrière dans la marine et choisit de prendre sa retraite plutôt que de risquer une réenquête. De plus, il avait un plan de succession avec Jerry Whitworth comme successeur pour poursuivre son opération d'espionnage afin que l'argent continue d'affluer. Le KGB avait été en colère lorsqu'on leur avait présenté le recrutement de Whitworth comme un fait accompli lors de leur rencontre avec Walker à Casablanca en 1977. Mais néanmoins, le KGB a accepté l'arrangement après que Whitworth ait prouvé sa valeur en transmettant un manuel sur un nouveau système de communication par satellite tactique. Avec l'argent du KGB, Walker a acheté une camionnette pour Whitworth afin de lui permettre de photographier secrètement des documents classifiés. Avec un adjoint désormais en place, John Walker a pris sa retraite de la marine en 1976. Il a créé une société d'enquête privée appelée Confidential Reports, par laquelle il blanchissait l'argent qu'il continuait de recevoir des soviétiques. À ce moment de sa vie, John Walker a saisi l'occasion de finalement divorcer de Barbara. Il ne payait régulièrement ni la pension alimentaire ni les sommes dues pour ses enfants, tout en profitant pour lui-même d'une vie de vin, de femmes et de chansons. Sa famille vécut juste au-dessus du seuil de pauvreté. Walker s'est acheté un avion, une voiture de sport et un bateau. Contre l'avis et les avertissements du KGB, Walker fit peu d'efforts pour cacher sa richesse. La retraite a permis à Walker de commencer à rencontrer ses officiers traitants du KGB en personne, ce qu'il faisait environ tous les 6 mois, soit à Vienne, soit à Casablanca.
Pendant que Walker papillonnait entre le Maroc et l'Autriche, Jerry Whitworth était de retour aux États-Unis, fouillant et subtilisant des documents top secrets. Alors qu'il était en poste sur l'USS Enterprise, Whitworth a remis une pile de documents d'environ 30 cm d'épaisseur au KGB. Les informations que Whitworth a transmises au KGB via Walker, incluant des télégrammes, des photos, des listes de clés pour divers systèmes cryptographiques et des données sur le nouveau système téléphonique sécurisé des États-Unis. Whitworth, cependant, a commencé à douter de son implication dans le réseau d'espionnage. Il voulait prendre sa retraite de la marine en 1979, mais Walker ne le lui a pas permis. Sous l'influence de Walker, Whitworth a continué à espionner, mais il a finalement arrêté en 1983 lorsqu'il a pris sa retraite de la marine sans en informer Walker. Walker savait depuis longtemps que la situation de Jerry Whitworth était compromise et avait donc recruté d'autres personnes dans son réseau d'espionnage des années plus tôt. Le frère aîné de John, Hart, avait pris sa retraite de la marine au début des années 1970 et était allé travailler pour un sous-traitant privé de la défense basé à Chesapeake, dans le Maryland. Hart avait toujours accès à des documents classifiés grâce à son travail et, en 1981, il avait été recruté par Walker dans le réseau d'espionnage. Comparé aux renseignements fournis par Whitworth, ce qu'Hart produisait était de qualité relativement inférieure et ne rapportait pas grand-chose au KGB. Walker cherchait désespérément d'autres personnes ayant un meilleur accès à des secrets plus lucratifs. Walker avait dans sa ligne de mire 2 autres personnes qui étaient encore plus proches de lui. Il savait que Whitworth commençait à hésiter et voulait prendre sa retraite. Alors, en 1979, Walker a tenté de recruter sa plus jeune fille, Laura. Elle servait dans l'armée américaine en tant qu'opératrice de communication sécurisée. Laura était enceinte à l'époque et Walker a essayé de la convaincre d'avorter pour qu'elle puisse rester dans l'armée. Heureusement, elle a refusé. Alors que Walker n'a pas réussi à recruter sa fille, son plus jeune fils, Michael Walker, était une cible beaucoup plus facile. Tout comme son père, Michael Walker avait quitté le lycée, touché à la drogue et en général faisait des bêtises. Admirant son père, Michael a rejoint la marine en 1982. Lorsque John Walker a finalement invité son fils à le rejoindre l'année suivante, en 1983, le jeune Michael n'aurait pas pu être plus enthousiaste et fier. Michael était secrétaire à bord de l'USS Nimitz, un porte-avions de la marine américaine, l'un des plus grands navires de guerre au monde. Bien qu'il n'était qu'un simple employé administratif, il avait accès à des documents classifiés qui étaient destinés à être détruits. Désireux de plaire à son père, Michael Walker transmettait tout ce qu'il pouvait trouver. S'étendant sur plus de 1500 pages, il rapportait chez lui des documents sur les systèmes d'armes, les procédures de commandement, les méthodes de furtivité et les listes de cibles prévues pour les plans d'urgence. La question que la plupart des gens se posent à ce stade est la suivante. Comment John Walker et son réseau d'espionnage ont-ils pu opérer sans être détectés pendant près de 18 ans ? John Walker a profité de sa position de confiance, de toutes les personnes dans son cercle d'influence et de la sécurité manifestement laxiste de la marine. C'est cependant la cupidité de Walker et ses tendances psychopathes qui ont finalement causé sa chute. La conscience de Jerry Whitworth le rongeait depuis qu'il avait pris sa retraite de la marine. Lorsqu'il ne pouvait plus le supporter, il a écrit une lettre au bureau du FBI de San Francisco en 1984 en utilisant le pseudonyme Ross. Whitworth a déclaré qu'il avait agi comme espion pendant plusieurs années, vendant des secrets au KGB. Il a proposé de tout révéler en échange de l'immunité contre les poursuites. Le FBI a tenté de rencontrer Whitworth, mais l'espion à la retraite a finalement perdu courage et la piste est restée sans suite. Le 17 novembre 1984, l'ex-femme séparée et maltraitée de John Walker, Barbara, a finalement craqué. Que ce soit sa conscience ou le fait que Walker ait encore omis de payer la pension alimentaire, elle a appelé le bureau du FBI à Boston pour dénoncer son mari. Elle s'était tue pendant près de 20 ans, mais des années de misère conjugale qui avaient alimenté son alcoolisme et l'encouragement de sa fille Laura l'ont finalement poussée à appeler. Elle était clairement en état d'ébriété lorsqu'elle a passé l'appel, mais elle a déclaré que son mari vendait des secrets aux soviétiques depuis près de 20 ans. Au début, le FBI ne savait pas quoi penser de cet appel.
Peut-être n'était-ce que les divagations d'une ex-femme alcoolique et désabusée, et une histoire à laquelle il ne fallait pas croire. Néanmoins, le 29 novembre 1984, un agent spécial du FBI a interrogé Barbara à son domicile. Empestant l'alcool et buvant ouvertement à la bouteille de vodka, elle raconta tous les détails de la vie secrète de son ancien mari qu'elle avait découvert au cours des 2 dernières décennies. Elle raconta ce qu'elle avait trouvé dans le tiroir de son mari des années plus tôt et comment elle l'avait accompagné lors de certains de ses échanges par boîte aux lettres morte. Elle déclara que son mari avait reçu un paiement de 35 000 $ américains pour les informations qu'il avait livrées à une occasion. Cependant, la vodka et la manière évasive dont Barbara répondait lorsqu'on lui demandait pourquoi elle avait mis si longtemps à se manifester poussèrent l'enquêteur du FBI à douter de la véracité de son récit. Un rapport fut rédigé à la suite de l'entretien, mais il fut classé, marqué comme ne nécessitant aucune enquête supplémentaire. Ce n'est que l'année suivante, en février 1985, qu'un superviseur du FBI entreprit un examen de routine des dossiers inactifs. Il jugea prudent d'envoyer le rapport au petit bureau du FBI à Norfolk pour qu'ils y jettent un œil. Le rapport atterrit sur le bureau de l'avocat et superviseur du FBI Joe Wolfinger. Il confia l'affaire à sa section 4, dirigée par le chef enquêteur Bob Hunter. Le contact avec Barbara et sa fille Laura a repris et accepté de passer des tests au détecteur de mensonges. Les résultats ont montré qu'elles disaient toutes deux la vérité. Cependant, le FBI ne voulait pas s'appuyer sur la mère et la fille comme témoins principaux, car chacune avait ses propres problèmes personnels qui, lors du procès, remettraient en question leur fiabilité. Le FBI savait que leur meilleure chance d'obtenir une condamnation était de prendre Walker sur le fait. Début mars 1985, le siège du FBI a finalement autorisé une enquête à grande échelle sur la vie de John Anthony Walker. L'opération Windflyer est rapidement passée à la vitesse supérieure. Les enquêteurs ont réussi à obtenir un mandat pour installer des dispositifs de surveillance dans la maison et la péniche de Walker. Le FBI a écouté un appel téléphonique convenu à l'avance entre Laura et son père, ainsi qu'une rencontre en face-à-face entre John et Barbara. Aucune des deux discussions n'a permis d'obtenir l'aveu espéré sur bande. Pendant 2 mois, les enquêteurs ont écouté tous les appels personnels et professionnels ennuyeux passés par Walker jusqu'à ce qu'une conversation attire leur attention. Le 16 mai 1985, John Walker a reçu un appel de sa mère pour l'informer que sa tante était décédée. Il a dit à sa mère qu'il ne pouvait pas assister aux funérailles prévues 2 jours plus tard, le 18 mai 1985, car il avait une course importante à faire à laquelle lui seul pouvait s'occuper. Lors d'une demi-douzaine d'appels à ses amis et collègues, Walker a donné une version différente de ses projets de week-end à chaque fois. Quelque chose clochait, et le FBI espérait que John Walker prévoyait en fait de procéder à une remise en boîte morte. Le samedi 18 mai 1985 à l'aube, le FBI a lancé l'une de ses plus grandes opérations de surveillance jamais réalisées. Avec une surveillance aérienne et des agents du FBI dans des véhicules répartis sur une zone de 200 miles de large, rien ne s'est passé. John Walker a vaqué à ses occupations comme d'habitude, tondant sa pelouse et prévoyant de retrouver une autre femme pendant que sa fiancée était absente. Puis le lendemain, dimanche 19 mai 1985, le FBI a observé John Walker monter dans sa camionnette et faire le tour de son quartier, ce qui semblait être une manœuvre de contre-filature. En d'autres termes, il a emprunté un itinéraire détourné, revenant sur ses pas et zigzagant au cas où il serait surveillé. Il a ensuite pris l'Interstate 64 vers l'ouest. La surveillance s'est poursuivie jusqu'aux premières heures du lundi matin, John Walker étant suivi alors qu'il conduisait apparemment sans but. Le FBI a rapidement retracé les pas de John Walker, récupérant un paquet qu'il avait laissé à ses officiers traitants soviétiques dans une banlieue boisée du Maryland, près d'un panneau « Chasse-7 attraînant au ensemble de chasse interdite ». Le paquet contenait 129 pages de documents classifiés top secret qui avaient été dérobés à bord de l'USS Nimitz et portaient les empreintes digitales de Michael Walker. Aux premières heures du lundi 20 mai 1985, John Walker a été attiré hors de sa chambre d'hôtel par un agent du FBI se faisant passer pour un agent de sécurité de l'hôtel, qui lui a dit que sa voiture avait été impliquée dans un accident sur le parking de l'hôtel.
Il est sorti de sa chambre à 3h30 du matin. Bob Hunter est intervenu et a arrêté John Anthony Walker Jr. dans le couloir d'un Ramada Inn à Rockville, dans le Maryland. Un message urgent a été envoyé à l'USS Nimitz, qui entrait dans la ville portuaire de Haïfa, en Israël. À bord se trouvait Michael Walker, âgé de 21 ans, qui a été immédiatement arrêté. Il a nié toute implication dans l'espionnage lors de son premier interrogatoire par l'unité d'enquête navale, mais il a rapidement cédé et a fait des aveux complets au FBI. La perquisition chez John Walker a révélé de nombreuses preuves de ses activités d'espionnage, dont des paiements à Jerry Whitworth. Le dernier colis de Walker, destiné au KGB, contenait des notes griffonnées que le FBI a pu relier à Whitworth et Art Walker, qui ont été arrêtés et interpellés. Au cours de sa carrière d'espionnage, qui a duré près de 2 décennies, John Walker a gagné plus d'$1 million américains. Walker a admis que sa motivation principale était l'argent. Il a dit « Je suis devenu espion parce que c'est ce à quoi j'avais accès. Si j'avais travaillé en banque, j'aurais pris de l'argent. Si j'avais eu accès à de la drogue, j'en aurais vendu. Le fait est que je suis devenu espion parce que j'avais besoin d'argent. C'était aussi simple que ça. » La marine ignorait manifestement l'espion dans ses rangs pendant des années. Lors d'une évaluation professionnelle en 1972, à ce moment-là, John Walker travaillait déjà pour les soviétiques depuis 4 ans, ironiquement. John Walker était décrit par son officier commandant comme étant d'une loyauté intense, très fier de lui-même et du service naval, soutenant farouchement ses principes et ses traditions. Il possède un grand sens de l'honneur personnel et de l'intégrité, associé à un excellent sens de l'humour. Barbara était mortifiée d'apprendre que son fils Michael avait été arrêté. Elle a dit plus tard qu'elle n'avait aucune idée qu'il était impliqué dans le réseau d'espionnage et que si elle l'avait su, elle aurait peut-être emporté son secret dans la tombe. Barbara a passé les mois suivants à faire campagne sans succès pour son fils, dans une tentative de le sortir du scandale. Dans le cadre d'un accord de plaidoyer de culpabilité et dans une trahison finale, John Walker a accepté de témoigner contre son ami Jerry Whitworth lors de son procès en 1986. C'était en échange d'une demande des procureurs en faveur d'une peine plus clémente pour son fils Michael. Whitworth a reçu environ $335 000 américains pour les informations qu'il a fournies au KGB. Il a plaidé non coupable et, une fois condamné, il a écopé d'une peine de 365 ans de prison et d'une amende de $410 000. Le malheureux Arthur, bien qu'il n'ait pas fourni au KGB d'informations aussi préjudiciables que ses complices, a été condamné à la prison à vie et à une amende de $250 000. Michael Walker a écopé d'une peine de 25 ans grâce à l'accord de plaidoyer de culpabilité de son père, et le chef du réseau lui-même, John Anthony Walker, a été condamné à 2 peines de prison à vie et 10 ans supplémentaires. Michael Walker a été libéré de prison en février 2000 pour bonne conduite. Les derniers rapports indiquaient qu'il tentait de reconstruire sa vie en tant qu'artiste local vivant dans le Massachusetts. Quant à Barbara, elle est décédée à Norfolk, en Virginie, en 2009. John et Arthur auraient été éligibles à une libération conditionnelle en 2015. Cependant, ils sont tous les deux décédés à 1 mois d'intervalle en prison en 2014. Les informations fournies par John Walker et son réseau d'espionnage ont permis aux Soviétiques de lire plus d'1 million de messages cryptés. Les machines à chiffrer, compromises par le réseau d'espionnage Walker-Whitworth, étaient utilisées non seulement par la marine, mais aussi par toutes les branches de l'armée américaine, ainsi que par la CIA. Le renseignement américain a subi une compromission sans précédent grâce à Walker. L'Union soviétique a acquis une connaissance approfondie des tactiques, des opérations et des capacités américaines. Beaucoup estiment que le réseau d'espionnage de Walker a causé la pire faille de sécurité de la guerre froide. Cela a permis aux Soviétiques de comprendre et d'anticiper la façon dont les États-Unis réfléchissaient sur le plan militaire. Cela a bouleversé ce qui était considéré comme l'équilibre des forces en cas de déclenchement d'une guerre totale. Avant la trahison de John Walker, les États-Unis avaient solidement établi leur supériorité navale sur l'Union soviétique. Cela était en grande partie dû aux sous-marins nucléaires technologiquement supérieurs de la marine américaine. Les sous-marins américains étaient furtifs et silencieux, tandis que les sous-marins soviétiques étaient bruyants et facilement détectables.
Une fois que John Walker a commencé à partager les secrets de la marine, les soviétiques ont pu combler l'écart technologique des décennies plus tôt qu'ils n'auraient pu le faire autrement. Une nouvelle classe de sous-marins développée par les soviétiques était même appelée de façon informelle la classe Walker. Grâce à la régularité et la qualité des renseignements de haut niveau fournis par John Walker, son espionnage est jugé bien plus dommageable que celui de nombreux contemporains. Le chef des opérations navales américaines a estimé qu'il en coûterait 100 millions de dollars pour réparer les dégâts causés par John Walker à la sécurité nationale des États-Unis, en supposant bien sûr que cela soit possible. John Walker est resté impénitent, blâmant la marine pour l'alcoolisme de sa femme et les problèmes de sa famille. Peut-être que la meilleure façon de résumer la saga tragique du réseau d'espionnage Walker-Whitworth est de rappeler les mots de l'auteur Michael J. Sulik. Décrivant John Walker comme l'espion maléfique de l'Empire du Mal, il a déclaré « La famille malheureuse de John Walker était malheureuse parce qu'il était le mal incarné. Il était un mari violent et infidèle, un père négligent, un fils froid et manipulateur, et un frère exploiteur. Il n'avait qu'un seul point positif. John Walker était un espion exceptionnel.